On va commencer par un petit tour de table. Je vous laisse vous présenter chacun. On commence par toi, parce que tu es là. Je garde mon micro. On va commencer par les filles, alors. Comme ça, on est polis. Vas-y, Mathilde, je t'en prie. Mathilde Bélasquin, architecte, du coup à mon compte depuis 2017. Je m'oriente vers l'éco-construction et les projets de rénovation. Voilà, surtout pour du particulier ou de professionnel et un peu de public comme le projet de l'Ossois qu'on va présenter. Lauriane Lascurin, c'est bon, ça marche? Ça marche pas très fort, mais ça marche. Lauriane Lascurin. Ça change avec Mathilde. Là, c'est mieux. Ah oui. Ah, ouais. Lauriane Lascurin, donc du cabinet La Belle Équipe Architecte depuis 10 ans, plutôt spécialisée en projet de rénovation et orientation vers l'éco-construction depuis 2-3 ans avec le projet de l'Ossois, qui est une belle aventure. Donc, Shimon Laralde, second adjoint à la mairie de l'Ossois. Donc on a un projet de tiers-lieu qui vient de démarrer, là les travaux viennent de démarrer, essentiellement basé sur le réemploi et donc dans lequel il y a de enduit en terre crue. Et en parallèle, je travaille aussi dans une entreprise de travaux publics, conducteur de travaux. Donc je suis aussi sujet à tout ce qui est terrassement et mouvement de terre. Que j'ai extrait pour l'Ossois et que j'ai laissé sur place pour l'Anduisère. Bonjour, Régis Navassartian, entreprise Items. Donc, c'est une entreprise qui est à Tarnos, juste à côté, qui fait partie du pôle territorial de coopération économique dans lequel vous êtes aujourd'hui. C'est un pôle qui a créé plusieurs structures il y a plus de 30 ans de ça. Items, c'était une des premières structures. Donc, c'est une entreprise d'insertion à un modèle solidaire. C'est une entreprise donc, qui est une entreprise classique de construction, aussi d'espace vert et de propreté. La particularité, c'est qu'on accueille un public un peu éloigné de l'emploi et qu'on les accompagne sur un parcours professionnel sur 2 années maximum pour retrouver un emploi durable. Voilà. Et on s'est spécialisé il y a quelques années sur l'éco-construction, puisque la partie bâtiment, à l'époque, sous-traitée pour des entreprises du coin, HR et compagnie, sur du montage de blocs, donc des activités qui n'avaient pas beaucoup de sens. Et on a redonné du sens il y a quelques années et des compétences aussi en plus sur les prestations d'éco-construction. Donc on met en œuvre la terre crue, puisque c'est à l'honneur aujourd'hui, mais aussi la paille, le chanvre et la chaux. Voilà. Et sur le projet de l'Ossois, donc on a répondu au lot enduit biosourcé et on sera en sous-traitance, pas sous-traitance, moi je suis mandataire, mais avec une association qui s'appelle Les Colinas. Donc on vous en parlera après un peu plus en détail pour les enduits terre crue sur bottes de paille. Bonjour à tous, donc Clément Crozet, moi je suis écologue et associé de l'agence Architecture et Santé. Et donc nous on est spécialisé sur tout ce qui est santé planétaire, donc santé de la biodiversité et santé des vivants. Et donc on travaille que sur des projets avec des matériaux biosourcés. Donc là je vous montrerai tout à l'heure les 4 marchés actuels où on travaille sur le territoire avec des projets concrets. Bonjour, je m'appelle Benjamin Val, je suis artisan maçon tailleur de pierre à la coopérative Habitat Ecoaction. Je suis également co-gérant de cette coopérative et formateur au centre PERF qui est à côté, qui fait partie du PTCE et qui fait des formations depuis quelques années aussi en éco-construction, des formations courtes sur la paille, la terre, les enduits, la construction de terre, l'isolation, et puis des formations longues aussi. Je fais ma publicité. Vas-y. Des formations longues depuis 2 ans où sont sorties une belle promotion de maçons terre crue, dont certains se sont mis à leur compte. Voilà. Et on a fêté tout à fait les 10 ans de la coopérative, qui date de 2014. 60, à peu près 60. Merci Régis. Voilà, coopérative d'artisans, tout corps d'État, secondeur, roseur, conception, qui œuvre sur le territoire. Super. Donc vous l'aurez compris, sur les 6 intervenants qu'on a aujourd'hui, on en a 4 qui
travaillent sur un projet commun. Donc on va avoir une petite présentation sur ça, mais on a aussi également 2 autres intervenants qui sont experts sur ce sujet, qui ont aussi des retours d'expérience. On en a parlé notamment tout à l'heure, un projet avec Clément Crozet, ou même le projet Nobadec qui est suivi par Benjamin. Donc voilà, on va continuer le petit tour de table avec le côté un peu sentimental, l'affect. Quelle a été votre première approche, on va dire, avec le matériau terre? Est-ce que ça a été une obligation? Est-ce que ça a été dur? Est-ce que ça a été un plaisir de le découvrir? Est-ce que ça a été la curiosité d'aller chercher pour ce produit? Ou est-ce que ça vous a été imposé et difficile? C'est une question qui nous intéresse aujourd'hui. Je vous en prie. Pour ma part, ma première expérience, c'était chez une amie architecte à La Rochelle qui est spécialisée en construction en terre. Et c'était sa maison. Et contre toute attente, j'avais un peu de réticence, c'était il y a quelques années déjà, mais pareil, sur est-ce que ça tient, est-ce que ça s'effrite pas, est-ce que les couleurs sont jolies, et puis la sensation dans cette maison était plutôt agréable. Puis on a commencé à en discuter, et sur le projet de l'UOSOA, ça a été vraiment la première expérience, et ça a été plutôt une curiosité et une très forte conviction en fait, plus qu'une curiosité en fait. Merci. Moi, du coup, ma première approche, c'est plutôt à travers des voyages, au final, depuis tout jeune, du coup, donc plutôt la vision d'une architecture vernaculaire et populaire. Donc, du coup, quand je pense à la terre, moi, ça me fait un peu rêver, ça me fait penser à tout cet imaginaire. Et du coup, plutôt dans le milieu professionnel, c'est à travers des formations, au final, formation bois, paille, et notamment la pro-paille, où du coup, ils nous ont parlé plus spécifiquement de la terre, et on a pu aussi la manipuler. Et du coup, ça a ouvert la porte vers ce matériau, et j'ai redécouvert ce matériau de façon plus concrète, et en sachant du coup je pouvais la prescrire de façon plus cadrée et réglementée. Donc pour moi, la première approche, c'était le projet de l'UOSOA, donc le tiers-lieu, pour lequel il a été décidé que le maître mot serait le réemploi, quoi, et donc la terre crue, il y avait toute sa place. Donc c'est vrai que la première approche, c'était un peu l'inconnu. C'est pas des méthodes qu'on a trop l'habitude de voir à l'UOSOA. Donc l'UOSOA, c'est un petit village de 900 habitants à une demi-heure d'ici, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est plus des méthodes classiques, traditionnelles qu'on a l'habitude de voir. Et donc dans le cadre de ce projet, on a pu, avec la mairie, on a pu aller visiter l'ESAT et le pôle scolaire et médical de Salis de Berne. Là-bas, on a une formation par Luc Claverie et Olivier Martinez. Donc là, on a pu voir concrètement ce que ça donnait l'enduit terre. Et en fait, on voit que les résultats sont très satisfaisants, quoi. Donc ça, nous qui avions beaucoup de doutes avant doutes, un peu l'inconnu, quoi. On a été très rassurés. On était 2 à y aller à cette formation. On a été très rassurés à la suite de cette visite, quoi, et de cette journée qui était très intéressante. Donc maintenant, on va essayer de reproduire la même chose à l'UOSOA. Magnifique. Moi, en fait, je suis maçon, donc la première, sensation avec la terre crue, c'était par le biais de la maison en paille, puisque souvent les maisons en paille, en fait, on les enduit en terre crue. Donc c'était il y a bientôt 20 ans, et en fait, quand on met les mains dans la terre crue, moi qui mettais la main dans le ciment, dans le béton, j'ai trouvé ça bien plus agréable, en fait, de mettre la main dans la terre crue. Moi, ça m'a rappelé des sensations d'enfant, en fait. Voilà. Et le fait de me salir aussi, j'ai bien aimé ça, et de voir toutes les possibilités. Vous voulez un peu de café? Non, mais de voir toutes les possibilités, en fait, qu'il y avait avec ce matériau, et que le fait qu'il était sous nos pieds, j'avais pas besoin de plus pour mettre en œuvre après, en fait, pour creuser, pour me former, et puis pour être en accord avec ce matériau. Le départ, en fait, c'est ma compagne, donc, qui est architecte et qui a fait sa formation à Grenoble et qui était souvent à l'île d'Abo, au centre de construction en terre crue, et qui a fait sa formation aussi sur ces éléments-là. Et du coup, c'est quelque chose que elle m'a enseigné en tant que moi écologue. Et je suis aussi fils de paysan et paysan actuel. Et en fait, c'est vrai que ceux qui ont redéveloppé aussi la terre crue dans le territoire français, etc., ils s'appelaient les archiculteurs.
C'est-à-dire qu'en fait, l'utilisation aussi de la terre dans la construction, et nous, on est très proche aussi des artisans, des fournisseurs, pour justement réutiliser à l'échelle locale. Et après, on est spécialisé sur la santé, et en fait, le matériau travaille sur des bâtiments respirants, perspirants, et c'est vrai que je crois que c'est l'UPPA ou même d'autres acteurs qui montrent que justement, le fait de mettre les mains dans la terre, nous on travaille beaucoup sur des revégétalisations de cours d'école, etc., ça redéveloppe notre microbiote intestinal, qui est 10 fois moins développé que des microbiotes de personnes qui habitent dans des pays africains ou autres, et le fait aussi de mettre de la terre dans la maison redéveloppe aussi notre microbiote intestinal. Donc en fait, il y a toute cette logique-là de santé un peu globale qui nous intéresse. Alors, moi, mon premier contact avec la terre, en fait, j'utilisais plutôt dans mon activité, j'utilise encore la chaux pour restaurer des maisons anciennes. Et j'ai eu l'occasion de faire ma maison en bottes de paille et de pouvoir tester la terre de mon jardin appliquée sur les murs de paille. Et c'est vrai que c'est un très grand plaisir. Et de pouvoir également transformer ce matériau qu'on a vraiment sous nos pieds et d'en faire, c'est vraiment de l'or, quoi. Donc on peut vraiment faire des très très beaux enduits, c'est très agréable à travailler. Et à la différence de la chaux qui est plutôt agressive au niveau un peu des mains, des poumons également, la terre on n'a pas ce problème-là, c'est vraiment un matériau qui est très très agréable. C'est pour ça que si on peut remplacer la chaux par la terre dans certains cas, c'est quand même une bonne chose pour le bâtiment, mais aussi pour l'artisan qui travaille ce matériau. Pensez à cette écologie-là. Et puis voilà. C'est super. On va passer à une dernière question, on va dire individuelle, avant de faire de vos retours de projet. Donc on va faire plus des retours d'expérience individuelle, on va continuer ça. Vous en avez déjà un petit peu, certains beaucoup parlé, mais du coup, on va parler formation, du coup. À main levée, qui est formé alors, vous pouvez le faire aussi dans la salle si vous voulez, mais c'est plus sur la table ronde, à main levée, qui est formé pour la pro-terre, comment ça s'appelle ? Formation terre, oui ? Terre crue ? 2. Ok, donc voilà. Après, vous du coup, si vous pouvez nous dire d'où viennent vos formations. Donc après, ici, on sait qu'il y a le centre Perf, etc. Peut-être que vous allez former autre part. Benjamin. Comment tu t'es formé à la terre crue ? En autodidacte, sur chantier. Ok. Voilà. Et devenu maintenant formateur. Et voilà. Incroyable. Régis ? Chantier participatif essentiellement, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de centre de formation aujourd'hui comme Perf qui dispense des formations certifiantes, courtes ou longues d'ailleurs, puisqu'il y a pas mal de maçons terre crue là, de la dernière formation qui sont parmi nous, qui vont faire un atelier cet après-midi. Donc il n'y avait pas ces formations, donc c'était beaucoup sur les chantiers participatifs. Voilà. Et il y a eu la première formation longue à Perf, c'était coordinateur en rénovation énergétique et sanitaire du bâtiment. Et il y avait un gros module terre crue sur lequel j'ai pu participer, qui était assez long, avec Samuel Dugelet, qui est assez connu dans le monde de la terre crue. Grâce à Habitat et Coaction à l'époque dans lequel je travaillais, voilà, et j'ai pu être formé particulièrement sur ce module-là à la terre crue. Mais en fait, c'est le chantier et c'est l'expérience qui fait surtout la formation. Ouais. Okay. Clément. Ouais. Et il y a une formation qui est aussi intéressante, c'est justement, je parlais de l'île d'Abo et du centre international avec Cratère, etc. Ouais. Ça, c'est vrai que pour les architectes et autres, souvent, il y a des agences d'architecture qui viennent et ils font plein de formations aussi pour ces personnes-là. Et après, oui, c'est le terrain est testé aussi sur site directement. Et il y a une formation qui s'appelle Terre, Femmes et Savoir-faire, qui se développe, je crois, via justement Cratère, etc. Okay. Justement spécialisée sur les enduits et faire aussi des sculptures avec les enduits, etc. Il y a quelque chose de hyper intéressant. Super. À l'échelle nationale. Et vous, personnellement, on va dire dans l'agence, il y a du coup des personnes formées ? Oui, c'est Mélodie qui a fait sa formation là-dessus. Super. Et du coup, je vous laisse vous nous répondre. Du coup, si vous n'êtes pas formé, comment vous êtes accompagné sur vos projets ? Comment vous... voilà. Est-ce que vous êtes accompagné ? Parce que si vous n'êtes pas accompagné, c'est pas très très bien. Non, on s'est lancé toute seule comme ça. On s'est dit, on y va, ça doit être facile. Non, on est accompagné quand même. De toute façon, sur le projet de l'OSOA, tout ce qu'on a mis en place, on l'a appelé un peu le projet 100%, puisqu'on y est allé un peu au culot quand même, en disant on va faire de l'ossature bois, de la paille, de l'enduit terre, donc les enduits du site, du réemploi, pas de clim, pas de chauffage, de la ventilation naturelle, des chantiers participatifs. On s'est dit on met tout dedans, et puis on va essayer de convaincre la maîtrise d'ouvrage, et ça a marché. On est accompagné par Philippe Méo. Oui. Voilà. Super. Bureau d'études Vive Énergie. Philippe Méo, qui est formateur du coup aussi, mais au PERF, il me semble.
Enfin, qui Exactement. est formateur sur plein d'autres, notamment au BERF. Exactement, et qui est à la tête de l'association Escolinas, qui va intervenir sur le chantier, donc en sous-traitance de Items pour le chantier de réinsertion avec des jeunes issus qui sont sortis du milieu scolaire et qui donc reprennent un cursus dans l'éco-construction. Super. Mathilde, est-ce que des mots à ajouter? Non, du coup, c'est la même chose. Ouais. Pas d'autres projets? Super. Si vous voulez, on peut commencer à passer à vos retours d'expérience. On va dire, du coup, on va commencer par l'OSOA, si je ne me trompe pas. Et je vous laisse du coup présenter ce magnifique projet. Donc, comme je vous le disais juste avant, donc c'est un projet de tiers-lieu. Donc c'était un ERP, c'est un bâtiment neuf. On a un petit espace de coworking, un petit bistrot épicerie, et une salle d'activité et un bureau indépendant à louer. Donc ce qu'on vous disait, c'est qu'on l'a appelé le projet 100%, puisque quand on a répondu à l'appel d'offres avec Mathilde, on s'est regardé puis on s'est dit, on y va, hein. Vas-y, on propose tout. De toute façon, on n'a rien à perdre. On a appelé toute notre équipe qui travaille avec nous, parce qu'on est quand même super entourés. Il y en a 2 dans la salle, mais on est quand même une équipe de 9 ou 10 personnes, hein. Donc, et on a beaucoup l'habitude de co-concevoir les projets ensemble. Donc on les a appelés, on leur a dit voilà, ça vous dit de répondre avec nous. On est parti pour faire bois, paille, enduit terre, réemploi, pas de clim, pas de chauffage, ventilation naturelle, blablabla. Et tout le monde a dit ok, allons-y. Et donc on a été chercher chez chacun les arguments pour la maîtrise d'ouvrage et pour pouvoir transmettre ce qu'on avait dans nos tripes et les convictions qu'on avait pour ce projet à la maîtrise d'ouvrage. La chance qu'on a eue, c'est que le comité de pilotage à l'OSOA est quand même composé d'une bonne partie de sachants, et avec en première adjointe aussi Carole Iriat-Bornegaz, qui a été très moteur du projet et qui tout de suite, voilà, ça a été très important parce qu'on parlait tout à l'heure d'où ça vient les impulsions. Donc même si l'équipe de maîtrise d'œuvre y croit et à l'impulsion et à l'envie, il faut convaincre et techniquement et au niveau du savoir-faire et financièrement et au niveau du résultat esthétique, qu'est-ce que ça donne la terre. Et c'est pour ça qu'on leur avait conseillé d'aller visiter les AT. Oui. Et de faire cette petite avec formation aussi. Exactement. Voilà. Ils savent très bien le présenter. C'est ça. C'est souvent on est très emballé, on va dire, par ces projets-là, mais après il y a des freins et c'est souvent la maîtrise d'ouvrage qu'il faut convaincre et qu'il faut rentrer dans les fourchettes de prix, etc. Donc c'est ce qui va être, on va dire, présenté, on va dire, dans cette table ronde-là. C'est vraiment les freins et leviers rencontrés, quoi. Je t'en prie, continue. Voilà. Et le petit mot, c'est que quand on a commencé le projet avec toute la maîtrise d'ouvrage et tout le conseil municipal, Monsieur le maire Jean-Pierre Ariette nous a dit mais on va faire ça comment? Et on lui a dit on ne sait pas. Et c'est vrai. Et c'est le message aussi qu'on a envie de transmettre aujourd'hui, c'est que certes on ne savait pas, mais on s'est entouré des bonnes personnes compétentes pour pouvoir faire sortir ce projet, et qu'on a eu surtout une maîtrise d'ouvrage aussi en face qui a été à l'écoute, qui nous a fait confiance. Et nous, ça nous a donné encore plus envie d'aller plus loin. Donc, on a été chercher, on s'est beaucoup entouré. Et donc, aujourd'hui, les micropieux ont démarré. Ouais. Chimoun a stocké la terre il y a 3 semaines sous bâche. Et bien sûr, la caractérisation de la terre a été faite bien en amont. C'est Maya Louvard, donc, qui a été notre interlocutrice chez Nobatec. Et ça a été fait vraiment dans les premières phases d'esquisse, puisque c'était une des premières bases du projet, c'était de dire on va réutiliser la terre du site, est-ce qu'elle est bonne ou pas? Et c'est vrai que si elle n'avait pas été bonne, on se serait posé la question de dire est-ce qu'on va en chercher ailleurs? Voilà, là tout coïncide. Quoi. Parfait. Si je peux ajouter juste quelque chose pour la terre aussi, ce qui nous a poussé à aller vers la terre, c'était déjà le fait d'utiliser de la paille sur le projet, mais c'est aussi que la maîtrise d'ouvrage avait de forts objectifs en réemploi. Et donc c'était un bâtiment qui était neuf, on n'avait pas de ressources initiales sur ce projet. Du coup on s'est dit ça va être quand même difficile de trouver beaucoup de matériaux de réemploi. Donc on s'est dit ça serait bien d'utiliser la terre, c'est pas du réemploi en soi, mais vu que on pouvait utiliser la terre du site, c'est une forme de réemploi on va dire. Donc c'est ça qui nous a aussi poussé à aller vers ce matériau. Et puis bien sûr la qualité de l'air, tout ce qui a été dit avant, et évidemment. En plus parce que
Les microbiotes, c'était un terme important aussi. Parce que c'est ce qu'on apprend, c'est ce que souvent nous dit Luc Claverie aussi, ou même le dauphin architecte, etc. Sur la terre crue, ils nous font souvent des retours aussi sur l'absentéisme au travail, il y a moins d'absents parce que les gens se sentent mieux dans la pièce, par exemple, pas comme ici où on commence un petit peu à étouffer, ça se voit que c'est pas en terre crue. Ou même sur la responsabilité, ou le respect des lieux, où il y a moins de frais d'entretien dans ces bâtiments parce que les gens sont plus respectueux de la matière, en général. Je ne sais pas si on parle des freins maintenant. Oui. Non, ça a été aussi convaincre la maîtrise d'ouvrage que dans un ERP, quelle solution on a mis en place pour éviter que les enfants aillent gratter la terre. Donc, on a prévu d'avoir dans les pièces d'activité des soubassements bois qui sont issus du réemploi aussi. La maîtrise d'ouvrage nous a posé la question aussi de dire mais si on veut attacher des tableaux, si on veut mettre des étagères. Donc, il y a plein d'endroits dans l'espace où on a travaillé des tasseaux de bois verticaux pour permettre à la maîtrise d'ouvrage devant l'enduitaire de pouvoir moduler des agencements comme il le souhaitait. En fait, on a essayé de répondre aux petits freins de la maîtrise d'ouvrage qui nous ont posé des questions sur ces aspects-là, quoi. Maintenant, on attend le résultat de voir le confort intérieur, la qualité de l'air, etc. Si je peux juste ajouter aussi quelque chose pour le frein, il y avait aussi l'aspect au final économique, parce que des fois, s'est posé la question de réduire les coûts pour entrer dans l'enveloppe budgétaire. Mais du coup, on a essayé de tenir le cap. On s'est dit que les 4 choses qu'on voulait vraiment pas lâcher dans le projet, c'était le bois, la paille, l'enduitaire et le réemploi. Donc, on a réussi au final à faire passer ça, mais c'est vrai que ça peut être aussi un frein. Je vous laisse, Shimon, Régis, si vous voulez rajouter des choses. Oui, alors nous, des freins, on en a eu un bon paquet depuis le début du projet. Donc oui, pour rappeler un peu le projet, c'est à Loussois, on a le dernier restaurant qui a fermé, les gérants sont partis à la retraite. Donc là, le but, c'est de remettre un café bistrot attenant à une épicerie. Donc en fait, les gérants auraient un loyer modéré en échange de faire de la vente directe de produits locaux. Donc tout ça pour dire que c'est un peu le projet phare du mandat. Alors, aux prémices du projet, donc quand il a été, on savait ce qu'on voulait faire. Après, il a été décidé assez vite, donc de par Carole Iriar-Boncaz, première adjointe, il a été décidé assez vite de ne pas faire un énième bâtiment de façon classique, les méthodes classiques. Voilà, on voulait faire quelque chose de vertueux, en lien aussi avec ce qu'on veut y faire dedans. Donc, assez rapidement, on s'est orienté vers le réemploi. Et après, là, les freins, les premières questions qui nous sont venues, c'est le prix, la qualité, qui va le faire, parce que enduitaire, c'est bien beau, mais nous, on n'a aucun maçon. Enfin, nous, dans les projets, dans une commune comme Loussois, en général, c'est les maçons du village ou du village voisin qui les font. Voilà, qui va le faire? Est-ce que c'est une boîte de l'autre bout de la France qui va venir? Voilà, finalement, c'est pas du tout le cas, mais voilà. Et donc les gens sont souvent inquiets par tout ce qui est nouveau, tout ce qui du coup pensent qu'ils ne maîtrisent pas, et voient de suite les obstacles. Donc voilà, c'est vrai que Carole pour ça a été de l'optimisme moteur, et donc voilà, là on a enfin pu démarrer le projet, enfin la phase travaux, donc maintenant on verra le résultat, mais c'est sûr que les gens nous attendent entre guillemets au tournant, quoi. C'est super, ça prouve que vous avez réussi d'aller au-delà de vos a priori et de ne pas s'arrêter à ça et de poser des questions autour de vous. Est-ce que ça existe? Qui en fait? Les bureaux d'études, les architectes, etc. Finalement, il y en a, même des maçons, des machins. Donc voilà, il suffit parfois de ne pas s'arrêter aux a priori et d'aller un peu plus loin dans la recherche, et des fois, ça vaut vraiment le coup. On dira qu'on a réussi quand ce sera fini, que le budget. Une super visite. Voilà, il y a tout l'aspect budget, il peut y avoir des mauvaises surprises, j'en sais rien. Moi, là, je parle pas que de la terre crue, mais c'est sûr que pour une petite commune, il y a aussi un côté. Il faut politiquement ne pas avoir peur de ce genre d'obstacle, quoi, parce que la facilité pour une petite commune du Pays Basque comme nous, ça aurait été de faire un bâtiment classique. Ça aurait été beaucoup moins, il y aurait eu moins de contraintes, mais voilà, c'est pas le choix qui a été fait. Mais il y aurait eu moins de plaisir derrière. Moi je veux vous féliciter parce que aller au-delà de des blocages
premier, surtout psychologique en fait, parce que ça me fait penser à une des premières maisons que j'ai bâties à Macaille, en paille. On me demandait si ça allait tenir, tu vois, et les gens du village de Macaille venaient, et ils regardaient, ils disaient ça c'est pour les chevaux, c'est de la litière, etc. Donc tous ces blocages en fait, parce que le bâti historique il est en pierre, il est en dur, entre guillemets. Donc voir du bois, voir de la paille, voir ces matériaux-là, ça fait peur en fait, tout de suite. Mais moi je sais bien que ça va être une réussite, d'ores et déjà, quoi, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de sujet, en fait, on sait mettre en œuvre, ça fait longtemps qu'on fait ça, en fait. Donc voilà, c'est super qu'il y ait eu quelqu'un de moteur, parce que souvent dans les maîtrises d'ouvrage, s'il y a une personne qui commence à tirer les autres vers le bas, c'est fini, on revient à du conventionnel, et on revient à des bâtiments qui sont, pour moi, pas performants, quoi. Voilà. Et même c'est surtout la santé des occupants, de ceux qui mettent en œuvre. Tout ça, en fait, vous participez à une, comment dire, un aspect social, sanitaire. Ouais, c'est vraiment une avancée sociale. On bâtit différemment. Il y a d'autres leviers. Il y a des personnes qui sont en insertion ou des jeunes déscolarisés, des écoliers qui vont venir de Loussois, de l'école de Loussois, faire des chantiers participatifs, découvrir ces matériaux-là. Et en fait, c'est toute une dynamique qui est hyper vertueuse, en fait, je pense. Dans les temps qu'on vit, c'est bien de pouvoir s'appuyer sur des maîtrises d'ouvrage qui ont du courage. Parce que, autant dans le patrimoine lyonnais, comme le rappelait l'assureur tout à l'heure Yves Patin, c'est déjà dans les mœurs, en fait, ou en Bretagne, c'est déjà dans les mœurs. Mais là, au Pays Basque, on est sur des patrimoines bâtis qui ne sont pas du tout de cette nature-là. Donc, moi, je tiens à vous féliciter, en tout cas. Félicitations. Je vous laisse continuer sur votre présentation, sur les retours d'expérience, du coup. Si tu veux passer aussi. Alors du coup, juste pour commencer, en fait, nous, voilà, c'est bon, c'est ça. Donc en fait, on a créé une association qui s'appelle l'Alliance de Santé Planétaire. En gros, c'est l'émanation de la thématique santé planétaire qui est développée par l'université d'Harvard, et ça regroupe en fait des architectes, des médecins, des écologues, etc. pour travailler sur qu'est-ce qu'une santé globale à l'échelle du territoire. Et en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que 15% de l'état de santé d'une population est lié au système de soins, les hôpitaux, les médecins, etc. Et que les 85% restants sont liés aux environnements de vie, qui sont l'habitat, le sport, l'alimentation, etc. Et du coup, c'est à chaque fois nos choix, les passer par tous ces déterminants de santé pour voir si ce qu'on met en œuvre, de la terre ou autre, ça peut avoir un impact positif sur notre santé ou un impact négatif. Et si c'est un impact négatif, comment on peut l'améliorer? Et donc tous nos choix sont passés pour ça, pour la santé des humains, mais aussi pour la santé de la biodiversité. Et donc là, l'objectif, c'est de vous montrer 4 domaines d'activité qui sont présents en tout cas sur le 64, et puis aussi on travaille un petit peu dans la Drôme. Et vous montrer en fait ce qui peut se faire, que ça se fait déjà sur le territoire, que c'est pas nouveau, il n'y a rien d'innovant, il y a déjà plein de gens qui ont mis en œuvre des actions comme ça, mais surtout qu'on peut faire des bâtiments. Là, quand on travaille avec le département, ils nous disent qu'ils sont plutôt autour de 3 000 € le mètre carré sur de la réhabilitation actuellement. Et là, en travaillant avec des matériaux biosourcés, on arrive, en travaillant aussi avec les artisans, à des taux, on va dire entre 1 300 et 1 500 € le mètre carré. Donc en fait, on est moins cher avec du matériau biosourcé, et en plus, on fait des bâtiments qui sont plus respirants et perspirants. Donc ça, c'est une bâtisse là qu'on vient de livrer. Il y a une salle de yoga plus 2 granges d'habitation. Donc ce qui a été fait sur ce projet, on a travaillé en partenariat avec Etcheberry, qui est une boîte qui fait de la construction, et aussi Colas, qui est à Saint-Palais. On a travaillé sur une expérimentation, c'est des dalles, ce qu'on appelle de béton romain, c'est 70% d'argile et 30% de chaux, parce qu'en fait nous souvent on travaille beaucoup avec de la chaux, mais en fait la chaux ça reste de la chaux, et du coup on a testé ce produit là sur 2 chantiers, et c'est beaucoup plus résistant qu'une dalle à la chaux, et aussi du coup on utilise de l'argile potentiellement qui ça évite d'utiliser de la chaux. Ensuite sur ce projet on a travaillé avec les poteries Goicoechea, je ne sais pas si vous connaissez les pots, donc on a récupéré leur terre et on a fait les enduits terre avec cette terre là. Et en même temps, on a fait de l'incrustation de végétaux. Donc l'entreprise s'est formée aussi par rapport à ça. On a travaillé sur plein d'éléments. On a essayé de pousser tous ces éléments-là. On a travaillé sur du chaud-chambre. Les prochains chantiers, on va travailler sur du terre-chambre. On a fait des tests, donc ça fonctionne très bien. Toujours essayer d'éviter tout ce qui est matériaux chauffés, etc. Donc là, les prochains chantiers que je vais vous montrer, ça sera en terre-chambre. On a travaillé sur tout ce qui est électro- et chimico-sensibilité. Donc on a travaillé sur tout ce qui est blindage, etc. à l'intérieur du bâti.
Ça a coûté 1 500 € je crois en plus sur l'ensemble du projet, c'est rien du tout, et en termes de santé c'est quelque chose qui est intéressant. Voilà, sur de la tomate, on a travaillé sur de la tomate, bon là on n'est plus sur de la terre crue, mais en tout cas c'est quelque chose qui est intéressant. Voilà, bon, je pourrais aller un peu plus dans le détail, mais même, en fait, tu parlais du coût, mais du coup, le coût sur la santé après, et finalement, si on a une meilleure santé, finalement, on économise aussi de l'argent. Et en plus, on fait quelque chose qui est moins cher, c'est-à-dire qu'on fait travailler sur du terre-chambre ou du chaud-chambre, ça évite de mettre laine de verre, rail à placo, faire les joints et la peinture. Et on fait tout ça, et on a réussi à travailler avec l'entreprise pour que la finition chaud-chambre ou terre-chambre soit la finition de la finalité en fait du chantier. Voilà. Et ça fait un seul interlocuteur. Donc ça, c'est quelques images où vous voyez en bas à droite justement le chaud-chambre. On a travaillé sur un poêle de masse aussi. Bon, ça, c'est une question un peu spécifique, mais on arrive à trouver des poêles de masse qui sont au niveau économique, et en tout cas qui peuvent passer dans les projets qu'on peut passer. Donc ça, c'est tout ce qui est réhabilitation écologique en cours. Donc une maison à l'Andambar et tous, un gîte de grande capacité, donc en partenariat avec l'ADEME. L'ADEME veut pousser pour faire un bâtiment de tourisme le plus écologique possible. Donc là, on va travailler sur terre-chambre, on va travailler sur des cloisons terre-paille. Donc nous, on travaille beaucoup avec des structures d'insertion. On a formé, je ne sais pas si vous connaissez, la structure qui s'appelle Estivade. Donc on les a formés sur la paille, les enduits terre, les cloisons en briques de terre crue, etc. Et du coup, pour nous, c'est le pôle potentiellement d'artisans qui pourront ensuite être embauchés dans des entreprises. Donc c'est tout le temps la logique un peu sociale. Et on travaille avec les Scolinas. Là, on a 2 chantiers en cours et ils sont très très bien. Justement sur des enduits terre, sur des murs, des bottes de paille. Voilà. Ensuite, sur la construction neuve, donc on a travaillé sur un écolotissement qui s'appelle Écopernicapo. Donc il y avait 17 lots. Là, il en reste plus que 2. Et il y a une charte qui est spécifique pour obliger en fait de travailler sur de la construction écologique. Donc ça, on pourra peut-être en parler après si vous voulez. Mais en tout cas, ça a poussé toutes les constructions à travailler sur en tout cas de la matériau soit biosourcé ou en terre crue. Et là, on travaille sur un projet sur Billère, sur 180 logements, justement avec des bailleurs et autres. Et on a mis exactement le même cahier des charges. Et donc on a co-écrit avec l'agglomération une OAP qui est spécialisée, qui a été validée par les élus. Et là, vous voyez, il y a d'autres constructions. En bas à gauche, ça a été fait avec, non pas celui-là, mais en tout cas avec Habitat Écoaction, où en fait, on a travaillé avec une structure d'insertion pour faire du torchis. Donc nous, ce qu'on aime bien, c'est toujours faire étape par étape. C'est-à-dire, on commence petit, on commence à la fois sur du neuf ou sur la réhabilitation, sur des bâtiments souvent agricoles. On voit que ça fonctionne, etc. au niveau des assurances. On passe sur du privé, et après, on passe sur du public, et après sur du social. Voilà, c'est un peu notre ligne. Et encore Ouais. Encore une fois, je crois qu'il me semble bien que j'avais été à une des présentations pour Billère, et c'est le maire, enfin en tout cas les élus qui sont très motivés aussi sur ces projets-là. En fait, nous, on vient nous chercher par rapport à cette compétence. On fait que ces projets. Si c'est pour faire autre chose, ça ne nous intéresse pas. Mais du coup, ça veut dire que la maîtrise d'ouvrage est porteur, et il faut vraiment qu'il y ait cette équipe-là qui soit en avant. Donc il y a la réhabilitation. Il y a le neuf, et surtout là il y a un marché énorme qui va se lancer sur la réhabilitation des bâtiments des années 60, 70, 80, qui sont des bâtiments qui ne sont pas respirants ni perspirants. Et qu'est-ce qu'on fait avec des bâtiments en béton? Donc là on a travaillé avec différents artisans, parce qu'à chaque fois on fait un peu de la recherche, on met un pôle d'artisans sur une thématique, on fait de la recherche, on essaye de trouver le meilleur rapport qualité-prix, et ensuite on le teste. Et donc là, c'est un projet, un groupe scolaire sur Assat et un groupe de scolaires sur Jurançon. Et ce qu'on souhaiterait faire, c'est du chaud-chambre intérieur et du chaud perlite extérieur. Parce que l'objectif, voilà. Donc toujours économique et en même temps que ça puisse être bien. Donc c'est hyper intéressant pour tout ce qui est sonore et en termes de santé pour les enfants. Mais en tout cas, il y a une question à se poser, et ce serait intéressant qu'on se mette plus autour de la table sur ces questions-là, parce que tous les bailleurs sociaux ont ces questions. Ensuite... Alors ça c'est un autre, ça c'est un peu anecdotique, mais en gros c'est sur tout ce qui est renaturation de cours d'école. On travaille sur Biarritz, Anglette et différents éléments. Et en fait ce qu'on pense, c'est qu'il faut vraiment associer les enfants en fait dans la construction, etc. Et donc là on a fait des petites cabanes en torchis, où en fait c'est des structures d'insertion, c'est-à-dire qu'on avait formé des structures d'insertion pour faire des bâtiments, et maintenant c'est ces structures d'insertion et des personnes qui sont en insertion qui ont besoin aussi d'être mises en valeur, qui vont former les enfants pour faire des petites cabanes en torchis ou en briques de terre crue qu'on va tester avec les carrières Daniel là sur Biarritz et Assat. Donc il y a cette là aussi entre il y a l'extérieur, mais qui est vraiment en lien avec aussi le bâti intérieur. Et encore une fois, on souligne l'aspect social, parce qu'il me semble qu'il y a aussi ce type un peu de projet de travailler avec les enfants, un petit peu de leur faire connaître la terre, etc. sur le Haut-Soie. Donc il y a vraiment cet aspect social et de transmission. Exactement. Et après, juste dire que c'est une thématique pour passer à l'action. On va dire que
c'est vrai qu'on travaille sur tout ce qui est santé planétaire, parce qu'en fait, travailler par exemple sur un éclairage qui est favorable aux pollinisateurs, aux chauves-souris, mais aussi aux humains, parce qu'il y a une grosse problématique d'insomnie. Travailler sur des végétaux qui sont locaux, mais aussi non allergènes, parce qu'il y a 2 personnes sur 5 en France qui sont allergiques au pollen. En fait, quand on arrive avec cette logique-là auprès des élus ou des citoyens classiques, nous, presque 100% des projets vont de l'avant, parce qu'on est sur cette thématique globale. Alors que si on était que sur biodiversité ou que sur santé, des fois c'est un peu complexe. Et surtout, on a des super acteurs sur le territoire, en tant qu'artisans ou des techniciens. L'Agence régionale de santé, par exemple, c'est un acteur super intéressant qu'on peut associer dans les projets. Et le plus important, c'est le sourcing, parce qu'en fait, souvent on dit les bâtiments écologiques sont chers, mais en fait, nous, on voit dans les appels d'offres, on a du simple au double, au triple. Et surtout, s'appuyer sur les artisans. Ça va, par exemple, sur un bâtiment qui est modulaire, j'en sais rien, moi, on prend une section de bois qui fait 4 mètres, elle coûte 1 €. Si on passe à 4,10 m, elle vaut 1,20 €. Mais il n'y a que les artisans qui peuvent nous dire ça. Et du coup, c'est plutôt comment on replace les artisans dans la phase de conception. Artisans, mais aussi les fournisseurs. C'est-à-dire que là, à Pau, il y a 10 hectares qui ont été plantés en chanvre. Comment réutiliser aussi du chanvre local? La paille, il n'y en a pas trop, mais la terre, du coup, il y a Novatec aussi qui travaille dessus. Il y a d'autres acteurs aussi. Mais du coup, c'est vraiment cet environnement global qui est important. Voilà. Encore une fois, ça montre... J'ai perdu ma phrase. Voilà. Merci. Oui, je t'en prie. Toi, tu n'as pas forcément de présentation, mais par contre, tu as plein de belles histoires à nous raconter. Désolé, je n'ai pas prévu de slide, donc ça va être juste mes mots. Par contre, tu as plein de photos à l'extérieur. Oui, c'est vrai. Il y a plein de photos d'affichage, ce que vous pourrez voir tout à l'heure pour ceux qui restent l'après-midi à la journée sur la partie atelier. Voilà, exactement. Moi, je voulais juste vous féliciter par rapport à votre projet de tiers-lieu. C'est vrai que je trouve super le fait que vous ayez poussé ces choix-là de faire du participatif, d'utiliser de la terre de site, qui est certainement qui a été excavé, qui est très proche, et d'avoir pu pousser ça et d'avoir mis en collaboration les artisans dans la boucle en amont. Moi, alors, un projet que j'aurais pu vous présenter, c'est celui de la crèche Mamourac, par exemple, à Espelette, qui était un projet de la communauté d'agglomération Pays Basque, qui au passage... on a fait un petit lever de main tout à l'heure pour voir qui étaient les prescripteurs ou quoi, ou les maîtres d'ouvrage. C'est vrai qu'eux sont intéressés aussi par l'utilisation de la terre. Ils ne sont pas forcément présents ici, mais ils ont fait une formation. Il y a quelques jours, ils étaient en nombre, ils étaient 15. Ceux qui suivent les projets, ceux qui plus techniciens, etc. Bon, sur ce projet de la crèche, effectivement, il y avait cette volonté d'utiliser de la terre à 2 endroits, faire un grand mur, un grand voile de briques de terre crue à l'intérieur du bâtiment, dans une ossature bois, et puis des enduits sur bottes de paille qui ne constituaient pas l'ensemble des murs, mais sur une partie des murs, il y avait de la paille et il fallait faire des enduits à la terre sur bottes de paille. Et l'accent au départ du projet était porté sur la réutilisation de la terre du site. Et la difficulté, le premier frein que moi j'observe en tant qu'artisan, c'est que lorsqu'on a un architecte ou un maître d'ouvrage qui fait un cahier des charges, en fait, il ne se rend pas forcément compte de la praticité d'utiliser de la terre de site, c'est-à-dire toutes les opérations d'excavation, de mise au sec, de mise à l'abri, de stockage, de bâchage de la terre, et puis ce côté vraiment particulier de la terre qu'elle doit avoir quand on l'utilise, la bonne consistance, et à la fois en termes de foisonnement, qu'elle soit pas trop en motte, et puis en termes d'humidité. Donc c'est vrai que c'est des choses qui ne sont pas faciles à gérer sur un projet et dont il faut en avoir conscience en amont. Et l'idéal, en fait, c'est vraiment de mettre les artisans dans la boucle dès la conception et même de faire des choix en tant que de la maîtrise d'ouvrage, de s'occuper, par exemple, de la partie approvisionnement de la terre. Et ensuite, l'artisan utilise la terre. Mais c'est vrai que du coup, c'était pas facile en tant qu'artisan sur ce projet-là, qui est un projet public, d'à la fois prendre conscience de tout le temps que ça allait représenter, de pouvoir travailler avec le matériau qui serait celui de l'excavation de la terre et l'utilisation de la terre pour le pressage des briques et la réalisation des enduits.
Et finalement, bon, ça a donné lieu à une autre version où on a utilisé des briques voilà, déjà toutes prêtes, et puis des enduits également qui étaient pas réalisés avec la terre du site. Mais voilà, pour donner un premier angle de vue, c'est vraiment ça, associer les artisans dans, voilà, par rapport à ce qu'on a envie de faire et qu'ils soient dans la boucle. Voilà. Et parfois, ça permet, même si la Terre vient quand même de plus loin, ça permet quand même d'avoir une première sensibilisation à qu'est-ce que c'est la Terre pour pouvoir ensuite déclencher la filière dans la région. Donc, des fois, ça vaut le coup de faire venir quand même d'un peu plus loin pour quand même montrer que le matériau existe, qu'on peut le faire, pour ensuite pouvoir développer la filière sur le territoire. Je pense à un métier qu'il faudrait développer sur le territoire, c'est l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Parce qu'en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que les bailleurs sociaux et autres, en fait, ils ont pas les capacités en interne d'écrire des cahiers des charges déjà pour choisir un maître d'œuvre ou autre. Et ensuite, il faut un maître d'œuvre qui soit vraiment spécialisé pour ensuite justement répondre aux questions des artisans locaux, etc. Et assistance à maîtrise d'ouvrage, on voit que les communes ont vraiment besoin d'être conseillées sur ça, communes ou bailleurs sociaux ou départements ou autres. Et c'est quelque chose qui manque beaucoup sur le territoire parce que c'est ce qui lance tout derrière, quoi. C'est ce qu'on essaye de faire avec Filoa aussi à travers ça. Si on peut parler de Filoa, tu veux parler de Filoa ? On ne va pas faire une présentation de Filoa maintenant, mais en tout cas, c'est sûr qu'en termes de programmation, il y a un gros manque chez les bailleurs sociaux par rapport aux besoins. Et on le voit aujourd'hui avec les projets pilotes qui ont un petit peu de mal à se mettre en marche. On a 3 projets pilotes qui sont en cours. Et évidemment, avec l'expérience aujourd'hui, on voit qu'on aurait probablement dû travailler avec les artisans et avec les concepteurs beaucoup plus en amont que ce qui a été fait, puisque les bailleurs sociaux, eux, ont déroulé leur programme comme un programme habituel. Et ça marche pas. Enfin, ça marche pas. C'est compliqué. Moi, je vais juste ajouter quelque chose par rapport. Je veux juste préciser, Filoa, c'est la filière locale bas carbone c'est un projet qui est tenu notamment par Habitat Coaction et de nombreuses personnes qui sont présentes aujourd'hui pour aider les bailleurs sociaux du coin. Donc il y en a 3 qui en font partie à s'inscrire dans des démarches plus bas carbone sur certains projets. Si tu peux, je t'en prie. Après, juste pour préciser que les bailleurs sociaux, donc c'est HSA, Le Col et XL Habitat, n'avaient pas énormément d'expérience sur le sujet de tout ce qui concerne l'éco-construction et effectivement ont utilisé des méthodes, et notamment concernant les codes des marchés publics, il y a des freins très très lourds sur lesquels ils n'arrivent pas à avancer. Donc c'est vrai qu'une AMO spécialisée, c'est primordial pour pouvoir réaliser ce type de projet. En fait, si on reste sur une méthodologie classique d'un bâtiment, c'est-à-dire qu'on c'est sûr que ce sera 20 ou 30% plus cher. Et en fait, du coup, il faut changer complètement l'approche d'un projet et justement associer au maximum les bureaux d'études en amont, etc. Mais surtout les artisans, en sachant que c'est complexe dans un marché public, etc. Et c'est pour ça que c'est intéressant de le faire dans un marché privé avec ces artisans pour qu'ensuite l'équipe de maîtrise d'œuvre ou autre puisse avoir les compétences pour dire en fait, il faut faire tel type de construction modulaire pour que ça marche au niveau du coût. Rajouter que pour les acheteurs publics, il ne faut pas travailler uniquement avec les services techniques, mais aussi beaucoup avec les services marchés, les services juridiques, qui sont les premiers qui valident en fait les cahiers des charges qui sont soumis. Et bon, évidemment avec les assureurs, les bureaux de contrôle, les SPS, etc. Mais c'est indispensable et ça ne se fait pas encore suffisamment. C'est exactement ça, c'est la phrase que j'ai retrouvée du coup tout à l'heure, c'était d'aller au-delà des préjugés, c'est exactement ce que présentait Clément et ce qu'on présente là avec Filoa. C'est finalement vraiment aller au-delà des préjugés, donc au-delà de j'ai une enveloppe budgétaire, je peux pas le faire parce que finalement on y réfléchit classiquement, alors que on l'a vu sur des exemples dans Filoa où parfois les marchés, ceux qui sont les plus chers, c'est pas du tout ceux qui sont c'est pas ceux qui sont en chanvre ou la paille ou autre, quoi. C'est vraiment les autres lots, donc c'est vraiment juste réfléchir autrement pour construire autrement, quoi. Tu veux nous témoigner quelque chose, Lauriane ? Oui, juste le petit retour justement sur l'OSOA. Vous avez été accompagné par Claude Barry, Réel Programme, qui fait partie d'Habitat Ecoaction aussi. Mais elle avait une mission programmiste. Elle vous a accompagné un tout petit peu sur le réemploi aussi. On a été avec Hydre, avec Raphaël Fourquemin. Mais c'est vrai que nous, là, aujourd'hui, vu qu'on a proposé aussi toutes ces
anciennes techniques innovantes, si on pourrait tout mélanger. On a fait beaucoup d'accompagnement. On s'est positionné un peu comme AMO avec la maîtrise d'ouvrage, parce que, et à la fois pour leur montrer qu'on avait envie d'aller vers ces techniques et comment dire, les amener avec nous. On a dû se positionner aussi en tant qu'AMO et aller chercher nous-mêmes, et on a intégré le bureau de contrôle dès la conception aussi pour le réemploi par exemple. Voilà, donc quand on disait en amont, on a effectivement en marché public c'est compliqué d'intégrer les entreprises dès le début parce qu'on est soumis au code des marchés, mais en tout cas quand vous disiez qu'on s'est beaucoup entouré, c'est que dès le début on a demandé le bureau de contrôle, la SPS et puis toute notre équipe de bureau d'études avec nous. Ça a été évident, en fait, et pour se positionner un peu comme un AMO. Et c'est vrai qu'il faut former des AMO, ça c'est sûr. Ça souligne un peu la phrase du diabo, là. Le choix nous appartient, c'est vraiment de choisir de travailler autrement, quoi, et de ne pas être soumis à des règles. Je t'en prie. Non, mais après, je voyais un autre frein, mais une autre caractéristique de l'emploi de la terre dans les bâtiments, c'était les temps de séchage. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne choisit pas forcément la période, la saison à laquelle on va entamer le chantier. Des fois même, elle est prévue à une date et puis elle se décale. Sur tout un tas de techniques conventionnelles, ça ne pose aucun problème. Mais c'est vrai que pour l'utilisation de la terre, ça peut engendrer des préoccupations. Alors, temps de séchage, c'est-à-dire que lorsqu'on met en œuvre des enduits, notamment par exemple, je pense des enduits sur bottes de paille qui peuvent contenir aussi un peu de fibres à l'intérieur, on peut avoir des moisissures qui apparaissent, puisque voilà, le végétal ça se dégrade en présence d'une humidité qui met du temps à sécher, et que voilà, en fait, ça n'occasionne pas forcément, enfin, ça n'occasionne même pas du tout une détérioration de l'enduit, etc. Mais ça fait une petite pigmentation dufteuse sur le dessus, une petite moisissure, mais qui n'est pas très grave, mais voilà, il faut avoir un... Pardon ? On peut demander à Clément, c'est grave ? Non. Tout va bien. Oui, voilà. Alors c'est vrai que si on réalise par exemple de la terre au mois de novembre, par exemple, il y a toute une période, si le bâtiment n'est pas chauffé, etc., la terre va pas forcément sécher immédiatement. Voilà, donc après, ça ne porte pas atteinte du tout à la qualité de l'ouvrage, de ce qu'on met en œuvre, mais simplement, voilà, c'est juste une petite pédagogie à faire en amont en disant, voilà, c'est pas grave, ça sera recouvert d'un enduit de finition, par exemple, dans le cas d'un enduit, par exemple. Mais voilà, et puis ces temps de séchage, ils sont difficilement aussi, du coup, par rapport à un planning qui serait fait en avance. Voilà, c'est des choses qu'il faut composer avec ce côté un peu imprévisible des conditions de séchage, voilà, qui sont pas tout le temps les mêmes quand on fait le chantier. Exactement, ça fait partie des freins. Et par rapport à ça, c'est aussi favoriser au maximum le préfabrication. Donc là, il y a de plus en plus, il y a EcoPréfa qui est à Rudy et Guillaume Wixten qui est dans le 65, qui fait justement des bâtiments paille, etc. Donc on fait beaucoup de maisons avec lui où en fait c'est préfabriqué. Du coup, on peut l'installer plus ou moins un peu tout le temps en termes de calendrier. Et justement, la question, on fait une maison actuellement paille et pisée. Et c'était savoir s'il y avait des structures sur le territoire en tout cas qui faisaient du préfabriqué pisé, parce que ça se fait plutôt côté de Lyon. Et savoir si justement Nobatec c'était quelque chose qui pourrait être fait aussi, c'est-à-dire un stockage de pisé, on va dire préfabriqué, qu'on puisse juste venir installer sur, par exemple, la maison là qu'on a à Buros. Voilà. Après, c'est lourd, le pisé. Mais effectivement, c'est ce qu'on avait un petit débat en off comme ça, mais il ne faut pas avoir non plus trop peur du mot industrialisation. Ça peut tout de suite faire peur, sauf que c'est vrai que parfois ça devient nécessaire aujourd'hui dans une construction intercrue si on veut développer la filière. Pour développer aussi, je voulais faire le lien parce que un frein aussi, c'est les entreprises, puisque je ne vais pas prêcher pour ma paroisse. C'est-à-dire que quand tout le monde va commander de la terre crue ou des matériaux biosourcés, il va falloir que les entreprises elles puissent répondre. Donc déjà, c'est se former. Ça, c'est une première chose. On peut faire des groupements momentanés d'entreprises aussi sur des gros chantiers, puisque ITEM, c'est peut-être une petite dizaine de maçons. Habitat Écoaction, c'est des maçons individuels. Donc on peut se regrouper pour répondre aux commandes aussi. C'est ce qui se passe. Moi, je travaille avec Etcheberry sur certains projets où on se groupe, en fait, notamment sur un projet filois à la battue, où c'était trop conséquent pour l'échelle de Items. Donc on a fait un groupement momentané, on a répondu ensemble. Voilà, ça peut être un frein aussi si on prescrit ces techniques-là et qu'il n'y a pas assez d'entreprises. On peut fonctionner comme ça. Voilà.
On va peut-être passer aux questions dans la salle parce qu'on est, on est à l'heure mais un peu en retard. Oh, parfait. Moi j'ai assisté, j'ai pas d'assistant. Merci. Oui, alors, bonjour. C'est une question par rapport à votre projet. Du coup, vous avez utilisé des enduits terre in situ, c'est ça, si j'ai bien compris. Est-ce qu'il y a eu une mission spécifique pour le géotechnicien au départ ou vous vous êtes associé directement avec Novatec pour les caractériser? Genre, dans un scénario classique, comment vous conseillerez si on envisage de faire ça sur un autre chantier? En fait, Novatec a été missionné même avant la G2, je crois. C'était au tout début. On avait juste fait une première étude de sol G1, même je crois qu'il avait été fourni par la mairie, je sais plus. Je crois que c'est ça. Et avant même la G2, on a demandé à Novatec de caractériser la terre pour réutiliser sur site. Merci. Bonjour, Manuel Auger, bureau d'études thermiques. J'ai une question. La Terre est capable d'absorber 40 litres d'eau par mètre cube. Et donc, elle a cette capacité de matériaux à changement de phase. Et on n'en a pas parlé ce matin, mais je trouve que c'est important parce que en hiver, on produit de la vapeur d'eau dans le logement, par exemple. Et la Terre absorbe cette quantité d'eau. Du coup, elle fait une régulation hygrothermique. Et l'été, elle est capable d'évapotranspirer comme nous, et donc, du coup, de rafraîchir le logement. Et ça, c'est une capacité de la Terre qui est merveilleuse et qu'on essaye d'égaler avec des matériaux à changement de phase qui sont extrêmement coûteux. Et je trouve que ça mérite d'être souligné parce qu'au-delà de cette capacité merveilleuse de la Terre qu'on peut utiliser comme matériau de construction, et j'ai moi-même construit une maison en botte de paille avec des enduits de terre, donc je vis ça pleinement. Mais je trouve que c'est quand même un point qui mérite d'être souligné, cette capacité, parce qu'on va faire des économies de chauffage, puisque l'hiver, on va stocker de la vapeur d'eau dans les murs. Le fait de changement d'état de cette vapeur d'eau en liquide va restituer de l'énergie, donc le mur va devenir un mur chauffant. Et en été, inversement, cette eau liquide va se transformer en vapeur d'eau et va créer une évapotranspiration et faire un mur rafraîchissant. Voilà, donc du coup, ce qui explique en grande partie pourquoi on a des consommations d'énergie qui sont moins importantes dans des maisons en pisé, et pourquoi on a l'été la sensation de rentrer dans une cave quand on rentre dans une maison en terre. Voilà. Donc, je trouve que c'était important de souligner ça. Merci. Et merci infiniment pour cette présentation et à tous les acteurs qui ont beaucoup éclairé plein de sujets qui me questionnaient. Merci. Ouais, si je peux rebondir juste parce que c'est un bureau d'études thermiques, il y a Bénédicte dans la salle aussi. Vous préconisez de la même façon que les maîtrises d'œuvre par votre étude thermique des matériaux en fait. Donc c'est-à-dire que j'ai travaillé sur une maison privée avec l'étude thermique de Bénédicte et elle avait préconisé, donc on avait cassé la dalle de la maison, béton, pour mettre une dalle perspirante, donc du mise à port, du verre cellulaire avec des plaques de liège, etc. Et une chape en terre crue chauffante avec un plancher chauffant. Donc c'est des techniques, en fait, moi je me suis rapproché de mon assureur puisque pour l'instant il y a sur la chape en terre crue, il n'y a pas d'assurance et pas d'ATEX, etc. pour faire le lien avec la table ronde précédente. Et donc c'est au cas par cas. Et sur cette chape en terre crue, donc elle fonctionne, là, elle est en activité. Et les propriétaires, les maîtres d'ouvrage sont très contents. Mais il faut en fait montrer à l'assurance qu'on est capable de le faire, qu'on sait le faire et que derrière, on peut aussi revenir sur le chantier. Si Benjamin parlait des efflorescences tout à l'heure sur les enduits de terre, quand un maître d'ouvrage ne connaît pas la terre crue et qu'il y va quand même parce que voilà, vous en savez quelque chose, vous avez fait l'expérience, il y a cette, pas éducation, mais cette sensibilisation à faire aussi auprès du maître d'ouvrage, même si derrière le bureau d'études thermiques, je pense qu'il en a parlé, il y a après l'artisan qui est l'entrepreneur qui met en œuvre, qui doit aussi rassurer. C'est un ingénieur en plus de Safran, donc
il faisait des pièces d'hélicoptère hyper précises, donc il avait besoin d'être très très rassuré sur toutes les phases de sa dalle. Voilà. J'avais un dernier commentaire aussi, un dernier frein qu'on n'a pas forcément évoqué, il me semble. C'est aussi le frein esthétique, qui est de moins en moins, j'ai l'impression, quand même évoqué, mais c'est vrai que c'est parfois difficile de convaincre soit les architectes, soit la maîtrise d'ouvrage aussi sur ce côté esthétique, et c'est pour ça que merci encore de le souligner, merci aux intervenants et du coup aussi à vous de le souligner ces informations-là, parce que c'est ça aussi qui fait, on va dire, qui fait partie du plaidoyer pour convaincre les maîtrises d'ouvrage ou les architectes de changer leur avis. Après, il existe aussi plein de terres de différentes couleurs, etc., parfois ne sont pas forcément sur le territoire, mais il y a des terres de plein de couleurs différentes. Donc c'est vrai que on peut jouer un petit peu pour pouvoir les convaincre, mais c'est vrai que c'est un sujet qui a été parfois difficile. Si vous l'avez rencontré parfois. Nous, c'est par rapport aux pisés. En fait, c'est vrai que les pisés qui sont faits actuellement ou les projets qui ont été faits sur le territoire, c'est pas très esthétique par rapport à ce qu'on peut voir, ce qui est fait des fois en Australie ou qui est fait même plutôt côté de Lyon. Et c'est pour ça que si on pouvait avoir de la terre de Novatec, ou justement ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est très esthétique, on sait qu'on peut avoir ce rendu-là. Parce que des fois, les clients, ils vont regarder sur Google et ils voient ça. Et le rendu derrière, c'est pas du tout la même chose. Et donc, je pense que c'est quelque chose d'important. Et par rapport aux pisés aussi, une question au niveau thermique. C'est vrai que nous, c'était une maison au départ qui était toute en pisé extérieur. Mais en fait, au niveau thermique, ils n'arrivent pas souvent à calculer en fait, ce que peut apporter en fait, le pisé. Donc, soit sur les projets qu'on voit sur les vidéos, même à Lyon et autres, soit c'est isolé, donc un pisé isolé avec du liège, etc. Bon, nous, on ne veut pas ça, mais en tout cas, c'est ce qui est fait sur les projets pour que ça passe. Et après, il y a la problématique des structures aussi. C'est-à-dire que le pisé, on dit oui, c'est très bien, mais quand il y a un ingé de structure qui vient dessus, souvent ils mettent du béton, et des fois, il y a plus de béton dans le pisé que si c'était qu'un mur en béton. Enfin, il faut le savoir, en fait, dans les projets qui sont faits à l'échelle nationale, donc des fois, on les voit bien, mais voilà. Plus de ciment ou plus de béton ? Du béton. Ouais. Il y a plus de béton dans un mur en... Et il y a certains murs en pisé, pour qu'au niveau structure, ça passe, ils mettent du pisé et du béton. Voilà. Donc, je sais pas si c'est Christian Bord, je sais pas si vous connaissez, qui nous expliquait ça, qui accompagne beaucoup Mako et d'autres projets à l'échelle nationale. Et justement, il nous disait, faut bien faire attention. Des fois, ça passe. Ok, il y en a plein, ils le font les projets, mais qu'est-ce qu'il y a eu derrière, en fait, voilà. Et après, il faut bien trouver aussi des bureaux d'études structures qui sont, nous, par exemple, sur des projets, en fonction du bureau d'études structures, des cloisons terre-paille avec de la terre, ça passe ou ça passe pas. Donc c'est aussi à l'appréciation, il faut trouver les bons acteurs, quoi. Il y a la problématique RE 2020. On a la problématique RE 2020, donc forcément, aujourd'hui, on est obligé de faire des thermos. Donc ça va être compliqué de faire du pisé en mur extérieur. Moi, j'ai fait des projets où j'ai mis du pisé en mur intérieur. Et là, on garde toutes les capacités de régulation hygrothermique et ça permet et on peut faire des murs en botte de paille, par exemple, en extérieur, ça marche très bien. Oui. Mais en mur intérieur, j'ai fait un chai, par exemple, à Châteauneuf-du-Pape, où on a fait des murs en pisé intérieur. Et des murs en botte de paille extérieure avec enduit terre intérieur. Et ça marche très bien. Et du coup, on bénéficie de la capacité de la terre sur les enduits, qui sont quand même assez massifs, les enduits sur la paille. Et après, on a les murs en pisé, on a une régulation hygrothermique qui est magnifique, quoi. C'est la seule solution, justement, c'est de le mettre intérieur. Donc nous, on a passé tous les murs en paille extérieure et on l'a fait intérieur. Mais quand vous voyez des photos, en fait, sur des murs pisés extérieurs, ça veut dire qu'à l'intérieur, ils ont été isolés, si c'est du neuf. Enfin, c'est juste, Ah oui, mais ça, c'est une connerie, ça. Voilà. Mais en tout cas, c'est les projets qu'on voit apparaître, mais il faut savoir ce qu'il y a derrière, en fait. C'est qu'on ne peut pas le faire passer au niveau thermique. Je vous retire le micro si vous dites des bêtises. Ah. Allez-y, il y avait une question. C'était pour revenir sur le côté béton dans la terre. C'est vrai que j'ai eu pas mal de projets dans toute la France où au final, il y avait une grosse ossature béton armé, bien polluante comme jamais, avec un bon ciment qui n'est pas forcément bas carbone. Et après, on remplit ça de terre. Et là, on apporte le côté hygrothermique avec la terre et un peu le côté esthétique. On a un peu des bâtiments architecturaux. Mais c'est vrai que le bâtiment, il n'est pas fait environnementalement, il n'est pas là pour ça. Et même socialement, ça n'apporte pas le côté social de la terre. Et je voulais aussi rajouter un point. En fait, nous, on a beaucoup de demandes, de plus en plus de demandes de personnes qui sont électro- et chimico-sensibles. Comment ? Ah oui, pardon, Mélodie Nicou de l'agence Architecture Santé. Et donc, par rapport à ça, donc on a de plus en plus de demandes de personnes qui sont électro- et chimico-sensibles.
Donc c'est un sujet qui peut être controversé. Donc on a discuté de ça aussi avec l'Agence régionale de santé. Mais donc du coup, donc la terre, c'est un matériau qui est sain, du coup, donc à la fois pour l'air. Et en même temps, pour ces personnes qui se chargent en fait de l'environnement électromagnétique dans lequel on baigne, elles ont besoin en gros d'une mise à la terre. Donc quand on fait une maison en ossature bois, donc le bois, il faut savoir que ça transporte en fait l'électricité en fait électromagnétique. Et en fait, la terre, ça permet de stabiliser ça. Donc il y a aussi voilà, cet atout-là qui peut être vu. Oui, moi j'avais deux questions. Alizé Cunier, architecte. Je voulais savoir à combien vous aviez réussi à sortir le projet à l'OASA, au mètre carré. L'OASA. Ah, enfin, en tous les cas, le budget prévisionnel. Et aussi, comment vous avez réussi, comment vous allez mettre en place les chantiers de réinsertion, ou comment vous avez réussi à alimenter le projet avec ça pour la réalisation. Oui, au niveau du budget, on est sorti à 3 700 € le mètre carré, hors taxe, avec l'extérieur, ce qui du coup nous semblait... et fondation spéciale aussi, donc tout compris. Sans l'extérieur, je ne sais plus à combien on était, j'avoue, mais ça nous semblait raisonnable. En tout cas, ça correspondait à l'enveloppe qui était donnée au départ. Voilà. Et après, pour le chantier école, avec l'association du coup Escolinas, on l'a fait sous forme de chantier école en partenariat donc, avec l'entreprise Items. Voilà, du coup, c'est juste un partenariat, on va dire, une sorte de sous-traitance. Peut-être que tu expliqueras ça mieux que moi, mais... C'est surtout que par rapport au marché public, la SPS ne souhaitait pas faire de chantier participatif. Donc ça a été un peu compliqué de la convaincre. Et on voulait intégrer l'association de Philippe Méot dans le projet. Et du coup, on a trouvé la solution administrative et financière de pouvoir faire de la sous-traitance avec Items. C'est ça. Super. Je me rappelle plus, mais il y avait une clause d'insertion dans le marché ou pas du tout? Oui, il y avait une clause d'insertion, donc on peut closer les marchés pour pouvoir... voilà. On l'avait intégré dans les marchés. Un nombre d'heures minimum du coup à effectuer avec l'entreprise Escolinas pour le lot induitaire. Est-ce qu'il y a une dernière question? Juste, attends, je vais finir. C'est moi qui porte l'assurance puisque c'est moi l'entreprise en fait. Ils n'ont pas d'assurance, les Escolinas aussi. Ouais. Ils sont obligés de passer par une entreprise. S'il n'y a pas de dernière question, moi j'en ai une pour vous. C'est quand qu'on visite? Parce que moi j'ai vu des super projets, mais je ne les ai pas vus en vrai. Donc l'OSOA ou même les projets de Clément ou de Benjamin, envoyez-nous. L'objectif est d'être hors dehors d'air fin mars, début avril, quelque chose comme ça, pour que les induitaires puissent démarrer à la bonne période. Parce que ça aussi, à rajouter dans le fait de convaincre la maîtrise d'ouvrage aussi dans ces techniques, c'était de leur dire que leur chantier il allait être beaucoup plus long que prévu. Et ils nous ont quand même suivis. Merci. Super. Voilà, donc on a prévu 2 ou 3 visites, je crois. On ne sait pas encore les dates, mais l'idée c'est d'en faire une au montage de la structure, une au moment des induitaires peut-être, et puis une au second œuvre. Ouais. Voilà. Tu nous tiens au courant? Oui, vous nous tenez au sûr. courant. Et puis on ira faire un tour du côté de Pau, parce qu'il y a pas mal de beaux projets. Et puis en plus, il y a plein de monde dans la salle qui vient de par là-bas. Donc je vous remercie beaucoup. Et on va aller manger et ensuite passer aux ateliers.